Moi, ce que j'avais dit, c'est que j'arriverai de toute façon au bout de ce challenge, puisque c'était un objectif personnel. J'avais vraiment envie de rejoindre l'Afrique à vélo, vu que c'est un continent que je n'avais pas rejoint depuis de nombreuses années. Donc ça avait un sens, une espèce de pèlerinage pour moi de le faire à vélo. Et donc j'avais dit, même si je fais 20 km par jour, il y a un moment, je vais arriver. Et donc la plus grosse difficulté, de toute façon, pour tout objectif, c'est mental. Quand le mental est là, tout va. Enfin voilà, on arrive au bout de ses objectifs. Bonjour Valérie. Je suis ravie de vous rencontrer. On s'est parlé à plusieurs reprises dans la libre antenne d'Europe 1. Oui, effectivement. Notamment avant que vous fassiez le Paris-Dakar, parce que vous êtes une cycliste engagée. Est-ce que c'est un joli terme, ça? D'ailleurs, comment vous vous définiriez? Mais expliquez-nous ce que vous faites dans votre vie. Dans ma vie, moi, j'ai pris ma pension militaire au bout de 31 ans de service. Et en fait, je voyage essentiellement avec mon sac à dos, mais parfois avec mon vélo. Et donc, je me suis lancée récemment sur un Paris-Dakar à vélo, qui s'est terminé pas à Dakar d'ailleurs, mais qui s'est terminé sur Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Parce que le Paris-Dakar en vélo, ça suffisait pas, fallait aller plus loin. Je me sentais bien et j'ai dit, stop ou encore. Quand on aime, on ne compte pas, et voilà. J'aime bien le stop ou encore, c'est un peu à l'image de votre vie. Combien de pays parcourus depuis que vous êtes à la retraite? Jeune retraitée, ça se voit. Comme je dis, je fais pas le tour du monde. Donc je prends vraiment le temps dans les pays de découvrir les populations, les mœurs et coutumes. Voilà, c'est vraiment le sens du voyage et la rencontre. C'est l'humain. Ça doit être plus d'une vingtaine de pays, je pense, voilà, un petit peu partout dans le globe, des zones un petit peu borderline, on va dire, en tous les cas pas touristiques parfois. Donc vous êtes aventurière en vélo. Vous partez en autonomie? Oui, je me décris maintenant comme une aventurière. Avant, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, mais vu ce que j'ai fait, je pense que voilà, j'ai cet esprit de liberté, d'aventure. Et donc, je pars avec peu de moyens, puisque je pars souvent en bivouac, ou je pars quand je suis en sac à dos dans des auberges de jeunesse. Mais enfin, pour ce voyage en particulier, le Paris-Dakar Abidjan à vélo, c'est vrai que je suis partie essentiellement avec ma tente, mon petit matelas, mon réchaud et voilà. Combien de kilomètres Paris-Dakar? Paris-Dakar, j'ai fait exactement 6000 kilomètres. J'ai pas pris la voie la plus courte, mais j'ai essayé de prendre la voie la moins vallonnée parce que je suis partie sans entraînement. Sans entraînement. Voilà. Okay, vous rajoutez de la difficulté. Oui, j'ai fait un voyage test l'année précédente. Après, je suis partie me balader en Amérique latine avec mon sac à dos, donc sans mon vélo. Peu de temps avant de partir, j'avais dit il faudrait que je fasse un petit tour de 150 km. Et pour vous dire, il y a des gens qui m'ont dit, mais on croyait que tu n'allais pas partir. Ah oui. Tellement j'étais cool. Pas prête, tellement vous n'étiez pas prête finalement. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'était quoi la plus grosse difficulté? Parce que quand on ne se prépare pas avant, on peut imaginer qu'on s'arrête au bout de 50 km justement. Moi ce que j'avais dit, c'est que j'arriverai de toute façon au bout de ce challenge, puisque c'était un objectif personnel. J'avais vraiment envie de rejoindre l'Afrique à vélo, vu que c'est un continent que je n'avais pas rejoint depuis de nombreuses années. Donc ça avait un sens, une espèce de pèlerinage pour moi de le faire à vélo. Et donc j'avais dit, même si je fais 20 km par jour, il y a un moment, je vais arriver. Et donc la plus grosse difficulté, de toute façon, pour tout objectif, c'est mental. Quand le mental est là, tout va. Et la santé, bien sûr. On arrive au bout de ses objectifs. Donc, je crois que vous m'aviez dit, dans mon souvenir, que c'était en Espagne la plus grande difficulté. Oui, parce que, en fait, je ne suis pas une montagnarde et il y a beaucoup de dénivelé en Espagne. Et du coup, l'Espagne, donc je suis partie le 11 août. En septembre, j'étais en Espagne, donc il y avait encore de grosses chaleurs également, plus des montagnes. Et du coup, mon vélo, il pèse 16,5 kg et j'étais chargée de bagages à plus de 20 kg. Plus mon poids, donc il faut les grimper, les dénivelés. Oui. Voilà, donc c'est vrai que l'Espagne, étonnamment, ça a été l'une de mes plus grosses difficultés. Et la chaleur, par exemple, les températures qui fait, je ne sais pas, quand vous avez traversé le Maroc, par exemple. J'ai été, on va dire, 6 mois entre 30 et 50 degrés, 45 degrés, on va dire, voilà. Pendant 6 mois. Et là, on gère bien la chaleur. Vous êtes d'où? Vous êtes originaire de quelle région? Bretonne. Alors, j'aime le soleil. Alors, j'ai tendance à dire que je suis le soleil. Je ne suis pas le soleil, mais je le suis. Vous le suivez, c'est votre guide. Voilà, j'aime beaucoup le soleil. Et en fait, je supporte assez bien la chaleur. Ouais. Comment on bivouaque dans le Sahara? C'est possible, ça? Donc, déjà, il y a la partie marocaine, le Sahara occidental, et il y a le Sahara mauritanien. Donc, il faut savoir que... C'est dangereux, il y a des zones un peu dangereuses.
Oui, vous avez mais qui évité sont quand même sécurisés parce qu'on arrive régulièrement à partir de ces zones-là sur des checkpoints où on prend les papiers et je sais que les gendarmes vont appeler les suivants en disant voilà, il y a une cycliste là qui est en train de se perdre dans le désert, vous la réceptionnez à l'autre bout. Bon, je schématise, mais c'est un petit peu ça. On est quand même assez contrôlé. Je pense que les États ne prennent pas trop de risques. Bon, il n'y a pas le risque zéro, mais c'est comme pour tout. Hein. Est-ce que vous avez pris des risques? Vous avez la sensation d'avoir pris des risques ou pas? Pas du tout. En général, dans mes voyages, comme je dis, quand je suis borderline, c'est-à-dire que je vais aller dans des zones peu touristiques, hein, que ce soit ce voyage-là ou d'autres voyages précédents, mais je fais très très attention. Par exemple, à ne pas me balader la nuit dans des villes. C'est-à-dire que moi, je visite en journée, le soir, je suis tranquille. Voilà, là, quand je logeais en bivouac, c'était soit près des stations-service en prévenant la police, la gendarmerie, ou soit près des checkpoints de gendarmerie. Après, c'était dans les familles, avec les chefs de village, etc. Donc, en fait, non, le risque zéro n'existe pas, mais je considère que je ne suis pas une écervelée. Ouais, vous avez tout bordé. Voilà, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai 3 grands-enfants, hein, donc je suis pas... voilà, donc moi, j'aime la vie et je tiens à la vie, donc je ne fais pas n'importe quoi. Comment votre famille vit comme ça vos voyages? Parce que vous, aventurière, ok, peut-être qu'eux, ils sont inquiets, non? Mes enfants ont des esprits aventuriers, du coup, également. Alors, est-ce que c'est parce que je ne leur ai pas transmis de crainte, donc c'est possible que ce soit le cas, ou peut-être que c'est simplement dans le caractère. Et je pense que, à force de partir et d'avoir des expériences peu communes, en fait, ma famille, pour eux, c'est presque devenu normal. C'est presque devenu la norme. En fait, c'est de l'extérieur, des fois, que je me dis « Ah ouais, t'as fait ça, ah ouais, ok. » Voilà. C'est pas trop même le regard familial hein, qui me montre que c'est hors norme. Hein. Alors, cette aventure-là que vous vivez depuis maintenant plusieurs années, oui, tout de même. Hein. Je suis partie la première fois en janvier 2021, en plein Covid. Donc, vous vous autorisez à vivre aussi. Oui. Ça, c'est important de s'autoriser à vivre ses rêves. Oui, alors le message que je souhaite porter, c'est vers les communautés de femmes, mais pas que, puisque la moitié des personnes qui me suivent sont masculines. Hein. Mais c'est de ne pas se mettre trop de facteurs limitants. On n'a qu'une vie, il faut y aller. C'est-à-dire que quand on a un petit grain dans la tête, il faut se lancer pour ne pas avoir peut-être de regrets plus tard. Voilà, donc en fait moi je suis mes envies et dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Comment vous vivez le reste du temps? Ça se pose quand même, puisque vous êtes de par le monde, même si vous vivez en autonomie quasiment, mais quand même. Oui, oui, alors je suis partie quasiment 9 mois dans l'année, là, depuis 2021. Quand je rentre, je vois la famille, je passe des petites vacances. Là, je repars bientôt. Donc c'est une nouvelle aventure, mais qui sera plus locale, qui sera en France. On va en parler parce que c'est une très très bonne initiative, vraiment. Ouais. Mais comment on fait pour rester sur place une fois qu'on est parti comme ça pendant plusieurs mois, entre Paris et Dakar par exemple, voire même Abidjan, puisque vous repoussez le challenge? Oui, alors à savoir que quand on se balade, même en sac à dos ou là avec le vélo, tous les jours, tous les 2 jours, on est en train de bouger. Hein. Donc en fait, c'est une vie qui est vraiment une vie nomade et que moi j'apprécie beaucoup. On est dans un rythme un petit peu de survie, notamment sur ce Paris-Dakar. Alors de survie dans le sens, pas il y a du danger, mais trouver de l'eau, savoir où manger, où planter sa tente en sécurité, etc. Donc en fait, on est vraiment, et ça m'a appris ça, ce voyage-là en particulier, c'est qu'on est vraiment dans l'instant présent. Donc il y a peu de place aux pensées vagabondes. Aux pensées parasites. Parasites, ouais, voilà. Ouais. Et donc en fait, quand on rentre, moi déjà quand je suis rentrée, j'avais une dissociation de personne, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je regardais cette femme qui avait fait ce voyage et que ce n'était pas moi. J'étais spectateur de mon propre voyage. J'avais l'impression que rien n'avait bougé, tout était à sa place et que voilà. Donc il m'a fallu vraiment. Et presque que tout était figé ou pas? C'est difficile à expliquer, mais comme une dissociation de personne. En fait, je me suis dit, waouh, mais en fait. Mais la fille, là, elle l'a fait son elle a fait un truc de dingue. Voilà. Mais en fait, voilà, le fait d'en parler, je me le réapproprie, forcément.
Mais c'est vrai que c'est une sensation très bizarre. C'est mon premier voyage où ça me fait ça. Et donc, d'être sur un rythme quand même relativement intense, tout le temps avec des rencontres, beaucoup de surprises, des paysages splendides, etc. Et ben, quand on revient dans un environnement normal, le premier mois encore, j'étais sur un rythme. Et le deuxième mois, ben, je commence à m'assoupir. En fait, voilà, à me dire, bon, ben, qu'est-ce que tu fais maintenant, quoi. So what maintenant, ça manque un petit peu de rythme. Ça manque un petit peu de rythme, effectivement. C'est-à-dire que je peux me motiver, mais j'ai le syndrome du post-voyageur et j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Donc Nelly, ça veut dire que si vous restez sur place et que vous ne voyagez plus, il y a moins de sens dans votre vie? Actuellement, je pense que j'ai besoin de ces voyages. Pour encore. D'ailleurs, je prépare les après-voyages dans ma tête, en fait. J'ai plusieurs petites choses qui m'intéressent et je me dis, ben, le jour où je ne voyagerai plus, où je voyagerai moins, en tous les cas, où j'aurai plus cette envie de voyager, j'ai quand même des choses qui m'intéressent et sur lesquelles je sais que je vais pouvoir me projeter. Et quand vous pédalez pas, est-ce que vous êtes une contemplative? Ah, mais moi, je suis une contemplative. Et je suis une vraie gamine, c'est-à-dire que même quand je suis avec mes enfants, ils ont honte parce que moi, je m'extasie devant tout. Ah, vous vous émerveillez. C'est le fil de la merveille de Christiane Singer. Je suis une contemplative. J'aime être avec moi-même. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que même là, pour ce dernier voyage, j'ai rencontré à un moment un jeune Marocain en cours de voyage et mes enfants m'ont dit « mais maman, t'en as pas marre, etc. » au bout de 3 jours. J'ai dit « non, non, ça se passe bien » et j'étais moi-même très, très surprise de pouvoir partager une partie de ce voyage avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que moi, j'aime être seule. J'aime les rencontres, mais j'aime être seule, en fait. Et naturellement, dans la vie en France, oui, vous aimez être seule aussi? Ça m'arrive. J'ai besoin des deux. Je suis quelqu'un de très, très indépendant. J'ai besoin d'avoir des repères amicaux et familiaux, mais j'aime bien aussi voilà, le bruit, la foule, de moins en moins. J'aime bien danser, j'aime bien, voilà. Mais de moins en moins. Je pense que j'arrive maintenant sur un chemin qui devient un peu plus intérieur. Alors qu'auparavant, j'étais sur un chemin un peu plus extérieur. Tourné vers l'extérieur. Voilà. Le regard des autres, vous en fichez? Je suis passée par plusieurs phases dans ma vie. J'ai voulu être comme tout le monde, entre parenthèses, à un moment. Et en fait, pour plaire, hein. Pour plaire, tout simplement, hein, pour être aimé des autres. Hein, je pense que c'est naturel. Et je me suis rendu compte qu'en étant moi-même, au cours des années, en étant moi-même, mais en fait, c'est comme ça que je rayonne plus. Complet le plus. Et que j'attire justement à moi plus les personnes. Mais en tous les cas, maintenant, je fais comme je l'entends moi. En respectant bien entendu les autres. Hein. Voilà, ça c'est important. C'est la base quand même. C'est la base, mais voilà. Je suis très attentive aux autres. Voilà, je pense que j'ai un bon fond, voilà, déjà. Je suis pas une méchante, quoi. Qu'est-ce que ces voyages, Nelly, vous ont appris le plus de vous-même? Ça m'a appris justement à suivre mes envies, que les limites que je me mettais ou que je pouvais me mettre, ce sont mes propres limites en fait. Et voilà, et de temps en temps, faut donner un petit coup de pied dans la fourmilière là, pour exploser tout ça. Et que c'est une reconstruction permanente. C'est-à-dire que rien n'est figé. J'ai beau avoir 55 ans, je pense que même voilà, chaque voyage m'apporte encore, chaque rencontre m'apporte encore, voilà. Donc en fait, je suis en perpétuelle construction. Oui, et en perpétuel émerveillement de la rencontre avec l'autre. Oui. Finalement. Et évolution, oui. C'est ça. Les chefs de village que vous avez croisés au fil du voyage Paris-Dakar, vous les connaissiez pas? Vous les avez rencontrés sur la route? En fait, en Afrique, c'est un petit peu formaté. C'est-à-dire que quand on arrive sur un village, il est de coutume d'aller s'adresser au chef du village, voilà, qui souvent te donne l'autorisation de planter ta tente ou t'accueille dans la famille, soit dans une pièce, voilà, où tu es vraiment l'invité. Donc effectivement, de toute manière, moi je fais pas mes étapes à l'avance, hein. C'est mes jambes qui font qui font les étapes. Et puis l'humeur du moment. En fait, c'est très peu préparé. Vos voyages sont très peu préparés. C'est quasiment pas préparé. Je sais où je vais et après je navigue parce qu'on a beaucoup de bonnes surprises en voyageant. Voilà. Donc en fait, il faut rester surtout ouvert. Quand on voyage seul. Surtout quand on voyage seul.
Et d'ailleurs, voyager seule en tant que femme, pour moi, ce n'est pas un problème parce que je pense que justement, on n'est pas un danger pour les autres non plus. Donc en fait, les gens viennent facilement vers nous. Hein, voilà, un homme seul, peut-être que voilà, ça pourrait l'inconnu dans certains villages, dans certaines communautés. Là, moi, je suis une dame avec des cheveux blancs. Que vous assumez. Je ne suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un qui est un danger pour les autres. Je rencontre des familles. Et puis, je pense si j'avais une difficulté, il y aura toujours quelqu'un de bienveillant pour venir m'aider. Voilà. En tous les cas, voilà, partout où je suis passée, j'ai eu un excellent accueil en tous les cas. Ouais. Et puis, c'est le fruit de votre expérience. Vous l'avez remarqué qu'il y a toujours une aide, une main tendue quelque part. Oui. Ça nous remonte le moral. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes non plus, mais... Mais s'il y avait eu, vous êtes en confiance. Vous êtes en confiance. Je ne me suis jamais sentie en danger, jamais. Dans tous mes voyages, je me suis jamais... Mais comme je dis, ça peut arriver, hein, mais pour l'instant, touchons du bois. Voilà. Le vélo, ça a toujours été un compagnon de route depuis votre enfance ou ça a débarqué dans votre vie un peu par hasard qui n'existe pas? C'est une vieille et belle histoire, hein, c'est-à-dire que j'ai fait du cyclisme en compétition de mes 12 à 18 ans. Et j'ai laissé tomber pendant 30 ans le vélo. Je ne suis pas remontée sur un vélo, quasiment pas sur un... Voilà. J'ai repris un petit peu de vélo sur ma dernière affectation en Guyane française, où j'ai fait quelques cyclo-sportives donc en vélo-route. Et donc je suis repartie voyager pendant 3 ans sans toucher de nouveau un vélo, jusqu'à avoir cette idée de me dire, écoute, tu reviens sur tes premières amours, le vélo, essaye un vélo de voyage, et l'Afrique, le Sénégal, qui était ton premier voyage également étant jeune. Alors, le projet d'après, il est magnifique. Alors, le projet d'après, c'est le projet de maintenant, d'ailleurs. C'est ça, c'est le projet qui démarre dans 2 heures. Vous avez fait... Je suis parée pour reprendre mon vélo, vous voyez. C'est tout à l'heure que vous prenez le vélo. Je prends le train, là, dans pas longtemps. Ouais. Vous nous avez fait... Dans 1 heure. Dans 1 heure, il ne faut pas qu'on loupe le train. Hein. Voilà, vous nous avez fait l'honneur de passer par le studio d'Europe 1. Oui. Alors, racontez-nous ce magnifique projet. En rentrant, forcément, bon, comme je dis, je commence à m'assoupir un petit peu. Et donc, j'ai rencontré une association qui s'appelle, voilà, je le montre, voilà, une lettre, un sourire. En fait, ce sont des personnes qui écrivent des lettres bienveillantes à destination des EHPAD et donc et qui encouragent les personnes âgées également à répondre, à avoir une correspondance, un lien social extérieur pour notamment des personnes qui seraient peut-être isolées ou en tous les cas qui ont besoin de ce lien social. Voilà. Donc, alors, je vais faire facteur. Oh, c'est joli. Dans le Finistère. Facteur en vélo, donc c'est parfait. Facteur en vélo dans le Finistère. Les personnes qui écrivent, oui. Est-ce que ça peut être vous et moi, même si vous êtes factrice, là, en l'occurrence? Ça peut être n'importe qui, oui. Tout à chacun peut écrire à l'association. Donc, c'est une lettre, un sourire. Quand vous rechercherez ça, voilà. Donc, une autre personne isolée à l'autre bout de la France, par exemple, peut se manifester auprès d'une lettre, un sourire, dire « Moi, j'ai envie de correspondre avec une personne que je ne connais pas, oui. Dans n'importe quel EHPAD en France ou que dans le Finistère ?» Non, c'est dans tout. En fait, moi, je vais rayonner sur le Finistère parce que c'est ma région d'origine. Et donc, je vais finir dans ma commune d'origine le jour de la fête des mères. Voilà. Ce sera l'occasion de revoir la famille également. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Finistère. Et je pars avec des lettres de l'école de gendarmerie de Châteaulin, c'est un scoop là que je vais vous donner, qui a battu son record de lettres. Ils avaient déjà participé à cette opération, ils sont à 2000 lettres et la dernière fois ils étaient à 800. Wow, 2000 lettres à poster dans le Finistère, ce qui est extraordinaire. Extraordinaire. Ça prouve l'engouement des jeunes, en tous les cas, on va dire... l'intérêt des jeunes pour ce sujet. Il suffit juste de mettre une petite étincelle et puis en fin de compte, peut-être que même ensuite vers leurs grands-parents, etc., ils auront cette démarche-là. Ils auront envie de donner des nouvelles autrement qu'avec un WhatsApp. Voilà. Ouais, ce qui est très générationnel d'ailleurs, hein, d'envoyer des petits WhatsApp. Voilà. Et là, ça devient intergénérationnel avec cette initiative. Et on revient aussi au papier. Donc, pour les personnes âgées, c'est important de retourner sur ces codes-là aussi. Hein. Donc l'association, en fait, elle recherche des volontaires pour porter les courriers.
Donc ils organisent tout ça. C'est pas moi qui ai pris contact avec les EHPAD. Moi j'ai un plan de route et je fais le facteur, voilà. Et du coup, des structures, soit collège, école, etc. Pour écrire les lettres. Pour écrire les lettres, hein, pour que ça reste intergénérationnel. Donc là, vous partez avec combien de lettres en tout? 2000 de la gendarmerie de Châteaulin. Oui. Je vais peut-être pas tout prendre. Et le reste, parce que le vélo, il va s'écrouler là. C'est ce que j'allais dire. Parce que ça. Là aussi, ce soir, je commence ma mission demain matin. Donc je prends le train là bientôt et demain matin, je pars poster les lettres. C'est la première fois que vous faites ça? Ah ben j'ai jamais fait. Je vais découvrir. Hein. C'est une nouvelle aventure. En fait, je voulais expliquer aussi aux personnes qui me suivent, en tous les cas, que l'aventure, c'est avant tout une aventure humaine. C'est-à-dire, on peut être aventurier du quotidien. Et en fait, c'est ce que tu fais de ta vie qui fait que c'est une aventure. En fait, ça peut être au bout de la rue. Hein, voilà, c'est pas juste faire un Paris-Dakar à Abidjan. Exactement. Voilà. Et donc moi, je considère que je pars. J'ai dit que je partais sur une nouvelle aventure. C'est une aventure humaine. Et comme vous le dites très bien, une aventure qui peut se situer au bout de la rue. Quand on prend soin de son prochain, c'est à 2 pas de chez nous. Exactement. Finalement. C'est juste dans un regard. C'est donner du sens à sa vie. Exactement. C'est ce que vous faites très bien. Merci Nelly avec 2 L. J'adore ce Nelly avec 2 L, j'arrête pas de le répéter à l'antenne. Ça fait très ange gardien. Nelly avec 2 L, ça vient parce qu'en fait on me demandait comment s'écrit Nelly. Et je disais N-E-2-L-Y et après je disais pour mieux voler. Voilà. Et du coup, mon premier voyage, bon, comme je dis, j'étais en Guyane et mon symbole c'est le morpho de Guyane. Le papillon bleu de Guyane, donc il papillonne un petit peu sur tous les sujets, plutôt sur le voyage. Alors aujourd'hui, vous êtes en vert parce que vous partez pour une lettre, un sourire, dans le Finistère, pour aller distribuer ce magnifique courrier à des personnes qui sont souvent très seules et qui vont être très très heureuses d'avoir aussi votre sourire. Et la mission, ça s'appelle Les sourires du Finistère. Très bien, tout est noté. Merci beaucoup, Nelly avec 2 L, d'être passée par les studios d'Europe 1. Merci de votre joie de vivre. Merci. Prenez bien soin de vous.